BFM Business, la dose bonus. Nicolas Dose. Bonjour et bienvenue pour la dose bonus cette semaine que j'ai intitulée « Des paroles et des actes ». Alors c'est un titre que j'emprunte à une ancienne émission de LCI consacrée à la politique il y a pas mal d'années. Et en fait, des paroles pour quels actes ? Voilà la thématique centrale de ce dont je veux vous parler cette semaine. Alors des paroles, il y en a des paroles. Comment trouver 40 milliards d'euros en 2026 ? On a entendu les paroles, mais derrière, on n'a absolument pas le début de la queue d'une idée de comment on va s'y prendre. Et pourtant, après les paroles, voilà, j'ai envie de dire les premiers actes. Eh bien, le premier acte, c'est Bercy qui nous annonce qu'on va s'attaquer aux niches fiscales. Vous savez, c'est quelques 470 niches fiscales qui coûtent 85 milliards d'euros. Bon, vous en avez plein qui coûtent rien parce que la niche, il n'y a plus personne dedans. Mais vous en avez une petite vingtaine qui, à elle seule, pèse 50 milliards. Crédit d'impôt recherche, les emplois à domicile, l'abattement de 10% pour les retraités qui payent l'impôt sur le revenu. On peut citer aussi l'avantage fiscal de l'assurance vie, par exemple, même citer la niche fiscale des journalistes qui a été rabotée, qui a été plafonnée, mais qui existe, ou celle pour l'outre-mer, si vous mettez de l'argent dans l'outre-mer, ou encore celle pour le cinéma. Comme premier acte après les paroles, c'est quoi ? Une hausse d'impôts. Parce qu'une niche fiscale, si vous la rabotez ou si vous la supprimez, ça veut dire que l'argent de cette niche qui allait dans une poche n'y va plus. Et ça a exactement le même effet qu'une hausse d'impôts. Alors je comprends bien qu'effectivement on essaye de draguer la gauche pour éviter la censure, parce qu'à gauche on considère que celui qui bénéficie d'un avantage, c'est qu'il peut se payer une garde d'enfants, c'est qu'il peut investir dans le locatif, c'est donc qu'il a de l'argent, c'est donc qu'il est riche et c'est donc qu'il doit payer. C'est un grand classique. Des paroles, 40 milliards, des actes, enfin pas encore un acte, mais une sacrée proposition qui a été bien reçue à Bercy. Et si on mettait sous condition de ressources les remboursements de soins en France ? Qu'est-ce que c'est comme acte ? C'est une hausse d'impôts. Puisque, ok, les Belges le font, les Allemands le font, mais ça revient finalement à baisser les droits auxquels on a droit, justement, mais en laissant au même niveau les cotisations, donc les impôts qui financent ces mêmes droits. Donc il faut appeler un chat un chat. Les deux premiers actes sur ces 40 milliards sont tous les deux des hausses d'impôts, alors que dans les paroles avant, on nous a dit il n'y aura pas de hausse d'impôts. On a fait le même coup avec les cadres et la réforme de l'assurance chômage il y a quelques années. On n'a pas baissé leur cotisation chômage. Par contre, les cadres, au-delà d'un certain revenu, vous savez, au bout de 6 mois, ils ont une dégressivité de leurs indemnités chômage. Ça s'appelle une hausse d'impôts ou éventuellement même, ça s'appelle un hold-up. Des paroles de M. Bayrou, il faut travailler plus, il faut produire plus, il faut augmenter le taux d'emploi, il faut même voir consommer moins. Alors ça, il ne l'a pas dit. Il faudrait dépenser moins pour taxer moins. Oui, des paroles. Mais quels actes ? On les entend depuis combien d'années, ces paroles ? Depuis longtemps. Les actes, prenons Madame Meloni. Madame Meloni, elle a agi. Alors elle a agi, c'est vrai, largement aidée par Mario Draghi. En 2023, Madame Meloni, elle a 7,2% de déficit. Elle a 161 milliards d'euros de déficit en Italie. Un an après, elle est passée à 3,4% de déficit. Et elle affiche 76 milliards d'euros de déficit en 2024. Ça veut dire qu'en un an, elle a baissé son déficit de 85 milliards d'euros. Et elle n'a pas utilisé les méthodes de l'Argentine, ni la potion très amère qu'on a appliquée aux Grecs en 2010, 2011, 2012. Non, mais elle a mis toute une série d'actes en pratique. Et elle a réussi à faire 85 milliards de baisse de son déficit. Par exemple, elle a décidé qu'on allait économiser 5% dans tous les ministères, à l'exception de la santé et de la défense, qu'on allait geler les embauches de fonctionnaires, qu'on allait mettre un impôt minimum à 15% sur les entreprises, 3 milliards de ressources, qu'on allait considérablement réduire l'aide publique accordée pour la rénovation thermique des bâtiments, ou alors qu'on allait indexer l'âge, les pensions d'ailleurs, les pensions de retraite sur l'espérance de vie. Résultat, en 2024, elle a baissé les pensions de 2%, quand nous, vous le savez, on les a augmentés de 5,2 en suivant l'inflation, ce qui nous a fait 14,5 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. On pourrait aussi, par exemple, suivre l'exemple de l'Allemagne. On a eu là l'accord de coalition du nouveau chancelier CDU. Qu'est-ce qu'il prévoit ? Il prévoit une hausse des dépenses de défense, des incitations fiscales pour l'investissement, une baisse de l'impôt sur les sociétés, une simplification bureaucratique, la suppression de 8% des emplois fédéraux. Il y a les paroles d'un côté, il y a les actes de l'autre. Et encore sur ma thématique des paroles et des actes, souvent on a cette parole-là. La France est un pays qui est gangréné par l'injustice fiscale.
toujours l'argument qu'on entend pour dire que les choses ne vont pas, mais il se trouve que dans la partie acte, cette fois-ci, ou plutôt il y a une réalité qui a été rappelée par la Direction générale des finances publiques. On a 41 millions de foyers fiscaux, vous en avez 19 millions qui payent les 83 milliards d'euros d'impôt sur le revenu. C'est en 2023. Eh bien, sur ces 41 millions de foyers fiscaux, 10% de ces 41 millions, donc les plus riches, payent à eux seuls les 3/4 de la recette de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire que 10% des Français versent, ou des ménages, versent 63 milliards d'euros. Ces foyers les plus riches commencent dans le 9e décile, et ça commence pour un célibataire à partir de 2 872 euros par mois. Et pourtant, dans les paroles, on nous explique que nous sommes un pays gangréné par l'injustice fiscale. Je termine avec les patrons qui s'expriment. On avait pas mal parlé, vous savez, de Florent Ménégo, le patron de Michelin, qui avait quand même un petit peu secoué les sénateurs. Eh bien là, c'est le directeur général de Safran, Olivier Andriès, qui a pas mal secoué les députés lors de cette commission d'enquête sur ce qui freine la réindustrialisation, parce qu'il a lancé un grand projet d'usine à Rennes, avec 500 emplois à la clé, 10 000 mètres carrés, 80 millions d'euros. La mairie de Rennes, socialiste, était totalement emballée, sauf que les écologistes s'y sont opposés. Et donc, devant les parlementaires, devant les députés, Olivier Andriès a indiqué que plus jamais il n'investira dans une ville détenue par une majorité écologiste. Et on le comprend. Parce que moi, j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi, quand on est écologiste, quand on fait de l'écologie politique, d'abord on doit être d'extrême gauche, avant éventuellement de faire de la vraie écologie. D'ailleurs, ça me rappelle ce coup de télé absolument incroyable de Jean-Marie Le Pen, qui était venu, vous savez, avec une pastèque. Il était venu avec une pastèque prédécoupée, et il avait dit, voilà, les écologistes, c'est comme la pastèque. C'est vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Et à ce moment-là, évidemment, il soulevait le couvercle. Les chefs d'entreprise vous disent, là où les écologistes sont majoritaires, je ne vais plus. Parce que, objectivement, quand on regarde la façon de pratiquer l'écologie politique, eh bien, généralement, on est plutôt pour la décroissance, pas pour la croissance. On est plutôt anticapitaliste. On préfère généralement planter des arbres plutôt que de construire des usines. On aime bien installer des sapins de Noël en bois. Et on veut sortir les voitures du centre-ville et y mettre un maximum de vélos. Eh bien, voilà des attitudes politiques qui finissent par avoir raison de la bonne volonté des chefs d'entreprise dans notre pays. Je termine par un chiffre que je n'ai pas développé d'ailleurs cette semaine, et je le regrette un peu, mais je pense qu'on va y revenir là dans les jours qui viennent, parce que je me dis au terme de cette semaine, c'est probablement l'un des chiffres les plus dramatiques des réalités qui handicapent aujourd'hui la France et l'économie française. C'est un chiffre qui sort d'une étude de l'UNEDIC. Et que nous dit cette étude ? Et je ne vais pas développer parce que je veux en parler avec mes invités dans les jours qui viennent. À 56 ans, si tu n'as plus de job, t'es mort. L'étude conclut que 56 ans est chez nous l'âge fatidique si l'on veut espérer retrouver un emploi. Ce chiffre, à mon avis, est une priorité nationale et donc on va en parler dans les jours qui viennent. Merci de nous avoir écoutés. C'était la dose bonus cette semaine, disponible sur tous les supports que vous connaissez si bien et je vous retrouve la semaine prochaine. La dose bonus sur BFM Business.